On revient en salle. On va entamer une première séquence de regards croisés autour du thème qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir finalement quelle stratégie de part et d'autre de la frontière on déploie pour organiser la gestion de la sécheresse. C'est la Wallonie qui va s'exprimer d'abord. C'est François Paulus, directeur conseiller au sein du SPW, le service public de Wallonie, qui est avec nous. Est-ce que vous m'entendez, François ? Oui, je vous entends. Et vous m'entendez-vous ? mais très très bien, et puis on vous voit aussi, donc a priori tout est calé. Il vous reste à partager votre écran si vous avez quelques diapositives à nous montrer, et ça fonctionne aussi. Là on est sur votre boîte mail, hein, mais je vous laisse caler voilà. la présentation. Voilà, c'est parfait, la parole est à vous pour une quinzaine de minutes. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, à vous demander de m'excuser parce que j'aurais voulu être des vôtres aujourd'hui, mais étant conseiller en matière de gestion de crise, je suis souvent sollicité pour une crise ou l'autre, et pour le moment, nous avons une crise nous en avons plusieurs, mais donc celle qui m'occupe est plus d'ordre agricole, puisque, et ça je pense que dans votre région aussi, il y a des agriculteurs qui sont touchés par cette fameuse maladie de la langue bleue, dont on peut supposer que l'arrivée de ce genre de soucis peut aussi être amplifiée par les effets du changement climatique. Donc, je vais donc vous parler de la stratégie intégrale sécheresse. Je ne vais pas vous parler d'inondations, quoique vous comprendrez que ce qu'on fait pour lutter contre les inondations peut aussi être utile pour s'adapter aux sécheresses. Donc, des photos comme vous avez là dans mon transparent présentation, ce sont des choses que moi, personnellement, depuis que j'ai commencé ma carrière, je ne voyais pas très souvent. Et en 2020, 2022, ce sont des choses qu'on a vues, des cours d'eau qui normalement sont toujours bien alimentés en eau, qui se sont retrouvés en à sec. Et là, je pense que c'est l'eau noire du côté du côté de Couvain. Alors, Monsieur Fectoy, ça suffisamment et abondamment, et certainement mieux que je ne le faisais d'habitude, parce que j'avais toujours quelques transparences sur les effets du changement climatique, donc je ne vais pas m'y attarder. Je vais plutôt passer rapidement en revue les effets des sécheresses sur l'environnement. Donc c'est évidemment, bien sûr, et ça c'est souvent le premier symptôme que l'on remarque dans l'environnement, c'est la diminution du débit des cours d'eau, voire même certains cours d'eau qui tombent à sec. Modification qui possible du cycle des recharges de nappes aquifères, mais il faut se dire que chez nous, c'est essentiellement en hiver que les nappes se rechargent. Donc théoriquement, si on garde une quantité d'eau annuelle qui peut être constante d'une année à l'autre, on pourra avoir des recharges plus ou moins correctes, ce qui veut dire que on n'est pas évidemment à l'abri d'une diminution avec le temps, mais pour le moment, les nappes, je dirais, sont plutôt en bonne santé, et cette année-ci encore davantage, puisque nous avons eu des étés donc l'été passé et cet été-ci assez humides, un hiver qui ont été corrects. Donc là, et comme les étés humides, normalement en été, même en été normal, il n'y a pas de recharge de nappes. Bon, cet été-ci étant plus humide que d'habitude, nous avons eu quand même encore des recherches qui ont continué et qui normalement, qui se sont arrêtées maintenant, mais qui reprendront normalement d'ici la fin du mois. Donc augmentation, donc si vous n'avez plus d'eau dans les cours d'eau, ou très peu, vous avez problème de concentration de polluants. Vous pouvez avoir des impacts sur la biodiversité, la survie de la faune et de la flore, surtout en milieu aquatique. Si vous n'avez plus d'eau, les espèces aquatiques peuvent évidemment en souffrir. Et puis il y a aussi l'arrivée aussi d'espèces nouvelles qui nous viennent du sud et pas toujours pour le plus grand bonheur de notre environnement. Alors on a parlé, j'ai entendu quelqu'un qui parlait d'agriculture et d'effet du CO2. Effectivement, le CO2 exerce un effet un petit peu favorisant puisque ça favorise la croissance des plantes, mais il y a toujours cet antagonisme. S'il n'y a pas d'eau, le CO2 quelque part ne servira à rien. Donc on devrait s'attendre à des années où les années normales, on devrait avoir des bons rendements. Les années trop pluvieuses, on en aura moins puisque là ce sera trop d'eau, qui n'est pas bon pour les plantes non plus. Et les années trop sèches, effectivement, ça va aussi avoir un impact. Diminution du rendement fourrager des prairies, oui, la deuxième coupe pourrait être difficile puisque si le printemps et l'été sont secs, bien vraisemblablement la deuxième coupe ne sera plus possible. On a parlé des forêts, ça c'est un des gros risques majeurs liés aux sécheresses, c'est l'accroissement du risque d'incendie. Et là donc notre département nature et forêt se prépare à l'arrivée
peut être plus fréquente d'incendies de plus grande importance que ce qu'on a déjà connu par le passé. Donc, risque d'augmentation des maladies, des parasites favorisés par un climat plus doux. Ben, je parlais de la maladie de la langue bleue. Bon, ici, elle est venue du nord au nord de chez nous, des Pays-Bas, mais il y en a d'autres qui peuvent arriver. De toute façon, ce sont ces insectes qui sont a priori des insectes plutôt de climat plus doux que les nôtres et qui trouvent les conditions pour se maintenir, notamment en hiver. Et donc bien repartir au printemps. La dégradation des conditions de vie du bétail, ben oui, quand il fait chaud pour nous, mais il fait chaud aussi pour nos vaches et moutons qui sont en prairie. Apparition de nouveaux besoins, donc on a parlé effectivement aujourd'hui, l'agriculture ne fait pas grand usage de l'irrigation parce qu'elle n'en avait pas besoin, mais peut-être que demain, ce sera le cas. Bon, pour vous donner une idée, aujourd'hui, environ 2000 hectares sur 735 000 surfaces agricoles utiles sont irriguées, donc ce qui correspond à peu près à 3 millions de mètres cubes déclarés. Donc déclarés, ce sont les classes 2 ou 1 du permis d'environnement. Et 1,1 million sont utilisés pour l'agriculture sur les 360 millions totaux que l'on prélève en eau souterraine. Donc pour vous fixer un petit peu la photographie de l'agriculture et l'eau, voilà une carte, je ne vais pas entrer dans le détail, mais comme vous aurez les transparents, vous pourrez l'analyser plus facilement chez vous. Et donc, en rouge, c'est essentiellement ce qui est utilisé pour l'irrigation. Donc, c'est dans la partie, je dirais, nord-centrale de la Wallonie, côté de l'ASB, et le sud du plateau de Normançon. Sécheresse et impact, donc la navigation, bah, évidemment, plus d'eau, plus de bateaux, dans tout cas de plaisance, les kayaks circulent difficilement, même si dans votre région, c'est pas vraiment une région à kayak. La navigation commerciale aussi est impactée, donc c'est-à-dire qu'on est obligé alors de prendre des mesures d'économie d'eau en regroupant les bateaux aux écluses, en repompant en aval pour remettre en amont, etc. Donc, captage des eaux, il pourrait y avoir effectivement localement des problèmes de captage, on le verra dans un stade suivant, pour les nappes d'eau qui sont utilisées à des fins d'alimentation et qui sont plutôt, qui sont pas très profondes. Production d'électricité, ben oui, pour refroidir, pour faire de l'électricité, il faut pouvoir refroidir. Donc, si la température de l'eau augmente dans un cours d'eau, ben, le refroidissement sera plus difficile. Et évidemment aussi, toute l'hydroélectricité, les barrages vont produire moins d'énergie. Bon, ça peut avoir aussi un impact sur la pêche et les autres activités récréatives et aussi sur la stabilité de l'infrastructure, puisque quand il fait sec, les argiles les sols peuvent bouger et provoquer des dégâts dans les bâtiments qui sont situés dessus. Donc, tous ces problèmes, tous ces risques peuvent potentiellement poser plus tard des problèmes d'arbitrage. Quels sont les robinets que l'on fermera d'abord pour maintenir les usages les plus essentiels? Quelques slides sur l'évolution des prélèvements en eau de surface depuis 2000 jusqu'à 2018 et en eau souterraine. En eau souterraine, c'est constant. En eau de surface, on constate quand même une diminution de plus de 50% depuis 20 ans, ce qui n'est pas mal d'ailleurs. La répartition des captages ici en eau de surface, donc l'essentiel, donc 86%, ce sont des eaux de refroidissement des centrales électriques. Pour l'eau souterraine, donc là on est encore à un niveau en dessous en termes de volume par rapport aux eaux de surface, mais là l'essentiel évidemment de l'utilisation c'est pour la production d'eau potable. Donc les sécheresses, donc nous avons maintenant une stratégie sécheresse qui a été votée par le Parlement wallon, coïncidence des faits et malheureuse coïncidence, le 14 juillet 2021, à l'heure où, au même moment, les gens de la vallée de la Vesdre étaient les pieds dans l'eau. Donc, mais on n'a évidemment pas attendu pour mettre en place un plan, une stratégie sécheresse, de prendre déjà un certain nombre d'actions. Et il y a déjà des actions existantes dans une série de plans qui sont favorables à l'adaptation sécheresse, comme les PGRI, les PARIS, donc les plans de gestion risque d'inondation, les plans d'action par rivière sectorisés, je ne me souviens plus exactement l'acronyme, les plans de gestion district hydrographique, donc la directive 15 sur l'eau, le PGDA, donc ça c'est la directive nitrate, le dispositif sécheresse, puisqu'on avait déjà un certain nombre de mesures, 18 avant 2021, et le schéma régional des ressources en eau qui est piloté par la Société Wallonne des Eaux, version 1 qui visait depuis 2010 à interconnecter des réseaux où il y avait de manière structurelle des pertes. Donc, le plan énergie et climat, donc on en avait à 2016-2022 et il y a le nouveau qui est en cours, la démarche de la ADAPT de ta commune,
dans le cadre de la Convention des maires. Et alors aussi, ça c'est une mesure qui n'est pas une mesure, c'est une mesure vraiment tout ce que je viens de vous décrire, ce sont plutôt des mesures de fond, si je puis dire, hein, des mesures structurelles, mais alors il y a des mesures en cas conjoncturel. La mesure en conjoncturel en cas de sécheresse, c'est l'activation de la cellule de crise sécheresse qui suit au lot la situation. Au début, évidemment, on se réunit une fois par mois à partir du mois de mars, et si nécessaire, on peut activer plus de réunions et faire le tour de la situation. Donc il y a un bilan qui est fait, et au terme, vous voyez l'ensemble des gens qui participent à cette cellule sécheresse, donc pilotée par le Cortex, l'ancien centre régional de crise, qui a changé de nom. Et donc vous avez les producteurs d'eau, les producteurs d'énergie, les administrations évidemment, les sociétés qui font l'épuration. Donc il y a toute une série de personnes qui se mettent autour de la table et qui suivent la situation, qui proposent des mesures aux autorités et qui informent évidemment ces autorités et le grand public. Donc revenons-en maintenant à ce qui nous occupe, la stratégie intégrale sécheresse, donc votée 14 juillet 2021. Donc en fait, elle repose sur deux axes, deux grands piliers. Le schéma régional des ressources en eau, donc qui est piloté par la Société Wallonne des Eaux, et avec notre concours, puisqu'on y participe aussi, et le dispositif interne du SPORD, qui regroupe une série de mesures qui nous sont plutôt propres, mais l'ensemble de ces deux piliers en fait reposent sur trois axes essentiels: l'éco-résilience, l'analyse, la gestion de la demande, renforcement, mobilisation de la ressource. L'éco-résilience, c'est par exemple des mesures qui visent par exemple à garder l'eau dans le paysage, des mesures qui visent à l'adaptation de l'agriculture, etc., etc. L'analyse, gestion de la demande, ça effectivement, quelle sera la demande en eau demain pour toute une série de secteurs. Dans certains secteurs, ça ne devrait pas trop bouger. L'industrie, probablement, ne bougera pas. Mais il est certain que l'agriculture va représenter une demande croissante, comme on l'a déjà cité par ailleurs. Et renforcement, mobilisation de la ressource, il existe aussi au sein de notre territoire des possibilités d'utiliser de l'eau qui ne sont pas nécessairement utilisées. Citons par exemple les eaux d'émergement, donc ces eaux que l'on pompe pour rabaisser les nappes dues aux effondrements miniers et qui pourraient très bien être réutilisées plutôt que d'être simplement remises au cours d'eau. Et donc, cette stratégie comporte 88 mesures, dont certaines sont communes aux deux dispositifs, aux deux piliers. Donc, le premier, schéma régional des ressources en eau, vous voyez ici un petit peu, en 2022, c'était la même chose. Les communes qui ont été impactées pour lesquelles on a dû prendre des mesures relatives à la distribution de l'eau, ce sont surtout des communes en Ardennes, parce qu'en Ardennes, on a des problèmes. Les nappes sont superficielles, elles se remplissent très vite, mais elles se vident aussi très vite. Et le but, ça a été, comme vous le voyez ici, à ces lignes en noir, de construire des espèces d'autoroutes de l'eau pour connecter des régions. Comme ça, une région qui structurellement est déficitaire, bien, on peut lui amener l'été, en provenance d'autres régions, de l'eau par canalisation plutôt que par camion, ce qui est toujours évidemment plus coûteux. Et donc, pour avoir un état de cette situation, voilà un petit peu tous les travaux en cours, terminés ou en étude, et la programmation qui est associée dans votre cas, de tous ces travaux. Dans votre cas, c'est effectivement plutôt le numéro 8, Wallonie-Picard, d'Orinage, qui vous concerne. Mais voilà, donc pour l'ensemble de la Wallonie, les différents travaux prévus. Tout ça pour la coquette somme de 450 millions d'euros. Donc le schéma régional, donc 2.0, donc celui qui a été mis en place pour la stratégie sécheresse, c'est le A évidemment qui continue, mais avec d'autres actions en matière d'amélioration de la connaissance. Donc où va-t-on, vers quoi va-t-on, tant pour la demande en eau que pour l'offre en eau, comment vont se comporter nos nappes. Donc il y a eu une convention pour l'étude de certaines nappes pour voir comment elles vont évoluer sur le long terme. Et donc la demande en eau par rapport aux différents secteurs que vous voyez là, aussi l'industrie, l'agriculture, le développement territorial, donc ça c'est la population. Est-ce que les gens vont rester là ou est-ce que certaines régions vont plutôt se développer et avoir plus de personnes? Et perte de réseau, donc il y a effectivement des réseaux d'eau qui perdent de l'eau, donc ce n'est pas réellement perdu pour l'environnement puisqu'elles retourneront dans la nappe, mais quelque part c'est une perte par rapport à la ressource qui est disponible à offrir aux citoyens. Donc, dès la
la régulation, c'est un point important et qui est vraiment propre ici au schéma, à la stratégie sécheresse, parce que dans la demande, pour le reste, comme vous le verrez plus loin, les mesures sont propres à la fois sécheresse et inondation. Mais ici, la régulation, c'est vraiment de dire, quels sont les usages prioritaires, de définir ceux-ci. Nous n'avons pas encore chez nous de système de quotas comme on peut l'observer dans d'autres régions, je pense en France, mais chez nous n'avons pas ce système-là. Réguler les prises d'eau, de prise en compte du changement climatique et des potentiels sécheresses éventuelles dans le cadre des permis, et alors de définir des objectifs de réduction des pertes, notamment dans les réseaux. Et alors il y a aussi un point relatif à la coopération, et là vous êtes directement concerné dans votre région, puisqu'il s'agit d'un des accords visés, vise notamment cet accord entre la France, la Flandre et la Wallonie sur l'utilisation d'une nappe dans votre région. Je crois que c'est le cas Carbone fait, si je ne me trompe, donc dans votre région. Voilà, donc maintenant, j'en ai terminé avec la stratégie, avec le schéma régional. Venons maintenant à ce qui concerne plus le SPO-RD. Donc, il y avait un premier dispositif, 18 mesures. Donc, une version 2, maintenant c'est 50 mesures. Donc, ce sont des objectifs et mesures communes avec d'autres plans. Donc, en fait, on n'a pas spécifiquement développé des mesures pour la sécheresse, à quelques rares exceptions, mais on a surtout regardé dans tous les plans quelles sont les actions, les mesures proposées qui peuvent être intéressantes et améliorer la résilience par rapport aux futures sécheresses. Donc vous avez, je les ai déjà cités, le plan de gestion risque d'inondation, les plans de gestion par district hydrographique, le plan de gestion durable de l'azote, le plan Wallon développement rural, donc la mise en œuvre de la PAC au niveau Wallon, le programme Yes We Plant, donc c'est ce programme qui avait été mis en place par la législature précédente pour planter plus de 4000 km de haies, objectif qui a été atteint. Forêt résiliente, donc comment nos forêts demain, comment les mettre en place, les adapter pour qu'elles puissent résister au changement climatique. Des espèces comme le hêtre vont très probablement disparaître parce qu'ils n'aiment pas trop la sécheresse. Mais bon, on a vu aussi qu'il y avait quand même des années qui vont être plus pluvieuses. Donc, là, il y a peut-être aussi à ce niveau-là une incertitude, mais toujours est-il que nos forêts il y a un programme qui en parle, l'aménagement foncier rural. Donc là, vous allez avoir un exposé là-dessus par mes collègues de la DAFOR cet après-midi par rapport à un projet qu'ils ont en place dans votre région. Alors, il y a des mesures qui sont propres au dispositif, donc c'est la régulation des usages, zones et seuils d'alerte. Donc, on les retrouve à la fois dans le schéma régional et on les retrouve ici, parce que ici, c'est le volet, c'est l'administration qui va proposer les régulations, les décrets, etc. Ce n'est pas évidemment le producteur d'eau lui-même. Il y a quand même le bras régulier de l'administration. Alors, le principe du parapluie, donc, un grand nombre de mesures, comme je l'ai expliqué, servent à la fois pour lutter contre les inondations. Je prends par exemple la gestion des eaux de pluie. Les eaux de pluie, on va essayer qu'elles n'arrivent pas au cours d'eau. Donc, si on ne veut pas qu'elles n'arrivent au cours d'eau, on va alors à ce moment-là l'infiltrer. Si vous l'infiltrez, vous renforcez la capacité de la nappe pour le futur. Et donc, toutes ces solutions, là, dans la mesure du possible, on essaie de favoriser les mesures basées sur la nature. Donc, toutes ces mesures se regroupent autour de 8 thématiques différentes: protection des ressources, résilience des milieux naturels, résilience de l'agriculture, ressources alternatives, gestion des eaux pluviales. Il y a évidemment la surveillance, on doit surveiller l'environnement et informer. Il y a alors la gouvernance et réglementation, donc ça je vous en ai parlé, c'est donc ces priorisations des usages. Alors vous avez ici, j'ai repris quelques mesures du dispositif, je ne vais pas les décrire, mais quand vous disposerez des différents transparents, vous pourrez les lire à votre aise, donc réglementer, déterminer des débits minimums biologiques. Donc débit minimum biologique, c'est un débit en dessous duquel théoriquement, il ne faudrait pas que le cours d'eau descende. Parfois, on n'a pas le choix. Parce que la sécheresse est telle qu'on est en dessous, mais si dans des cours d'eau, je dirais, qui ont des débits plus forts, qui sont moins impactés, il faudrait quand même, lorsqu'on fait des usages de l'eau à partir de nos surfaces, ne pas aller en dessous de ces débits-là en période de sécheresse. Voilà, donc il y a aussi des mesures par rapport au milieu naturel, donc les mares, la mise en place de mares dans le milieu naturel, les infrastructures environnementales de stockage d'eau, ça c'est le projet dont on va vous parler, etc. Donc réduire l'érosion, renaturer les cours d'eau, gérer les eaux pluviales.
Donc, tous ces projets, toutes ces mesures qui sont en fait dans un catalogue, en fait, derrière tout ça, il peut y avoir des projets, des actions concrètes qui ont été mises en place dans le cadre du plan de relance de la Wallonie. Et donc, vous avez 4 projets spécifiques qui ont accompagné la mise en place de cette stratégie lorsqu'elle est passée au gouvernement. Donc, le projet 103, 105 et 106 qui relèvent de la SPGE et Société Wallonne des Eaux. Donc, SPGE, c'est les libérateurs. Donc, sur la mise en œuvre de nouvelles ressources en eau et de création de réseaux d'eau, des centres d'alimentation en eau. Parce que si vous avez des ressources en eau quelque part, il faut aussi pouvoir le mettre à disposition d'utilisateurs. Par exemple, certaines industries peuvent rejeter de l'eau qui pourrait être utilisée en agriculture. Mais bon, il faut pouvoir, si l'agriculteur veut en bénéficier, il faut évidemment qu'il soit proche. Donc il y a tout ça à penser également. Amélioration des rendements de réseau de distribution. Et donc, il y a alors le projet 104, donc, qui vous sera exposé, je pense, tout à l'heure par de la DAFO. Il y a d'autres projets qui n'ont pas nécessairement directement été pris en rapport avec l'eau, mais qui contribuent à améliorer la résilience de l'environnement face aux sécheresses. Donc, les espaces verts en milieu urbain, la régénération de forêts, les réseaux d'air protégés, la reméandration des cours d'eau. Donc, quand vous reméandrez des cours d'eau, quelque part, vous essayez aussi de garder l'eau dans le paysage. Donc, ça participe aussi à réhumidifier nos campagnes, ou en tout cas les rendre plus résilientes à la sécheresse. Mettre en place un suivi régional pour tout ce qui est carbone dans les sols, ça c'est important, parce que plus il y a de carbone dans le sol, meilleur va être le sol pour résister à des périodes de sécheresse. Donc les plantes qui sont sur ces sols riches en carbone se tiendront plus longtemps et mieux par rapport à la sécheresse. Donc, vous avez aussi l'imperméabilisation, donc ça c'est un problème, désimperméabiliser là où on peut, de manière à infiltrer au maximum l'eau. Alors, il y a tout ce qui est agriculture biologique, qui sont aussi en général une agriculture qui peut, l'agroécologie, donc il y a des soutiens, c'est l'agroécologie qui est un type de culture qui est plus, disons, qui sera plus à même de résister, d'être beaucoup plus résilient face au changement climatique. Et donc, je terminerai par l'étude prévention risque climatique qui est en cours pour le moment, qui vise à étudier les vulnérabilités de la Wallonie face au changement climatique. Et enfin, les master plans ont mis en cadre des inondations dans le bassin de la Vesle et qui prennent en compte non seulement les inondations, mais aussi les sécheresses, et le référentiel eau pluviale, donc qui est un outil qui a été développé, qui permet évidemment aux bâtisseurs, aux gens qui ont des bâtiments à construire, d'avoir une information sur la manière de retenir au mieux l'eau de pluie. Donc tout ça, évidemment, vous avez pu voir. Alors deux dernières initiatives. Donc la sécheresse, c'est quelque chose qui va surtout impacter l'agriculture. Donc nous avons mis en place un site internet relatif à l'adaptation aux sécheresses pour le secteur agricole. Ça parle aussi bien de comment est-ce que je dois faire pour mieux gérer mes prairies, quelle culture est-ce que je peux envisager, qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à mon bétail, etc. Donc sur ce site, il y a toute une série de conseils, de fiches pratiques techniques qui sont mises en place par nos collègues de la direction de la recherche et du développement. Et alors aussi, j'ai repris le slide de Yes We Plant, parce que c'est quand même 4000 km de haies, c'est quand même une belle réussite. Pour les haies participent évidemment à l'adaptation sécheresse, parce qu'il suffit de vous promener dans les campagnes. Quand vous voyez une belle haie boisée, en général, le bétail se trouve le long en dessous de ces haies, le long des cours d'eau aussi. Le fait d'avoir une végétation le long des cours d'eau, ça permet de garder une fraîcheur de l'eau. Et un petit exemple, un certain nombre de moules qui vivaient dans le bassin de la Sûre, certains petits cours d'eau étaient à sec, là où il y avait une végétation rivulaire, donc qui permettait de garantir, qui apportait de l'ombre. Les moules ont survécu dans le substrat parce qu'elles étaient sans terre, et celles qui ont directement été sous soleil, là elles sont mortes. Voilà, donc en conclusion, la stratégie n'est pas limitée évidemment à l'eau potable, elle est évolutive, intégrée, elle n'est pas un outil de gestion de crise, ça c'est le rôle de la cellule sécheresse du Centre régional de crise, Cortex, elle est multicomposante, touche un ensemble de thématiques, de plans, de projets d'activité que la sécheresse peut impacter, et dont elles doivent tenir compte dans les solutions qu'elles mettent en place, biodiversité, espace naturel, rural, urbain, etc. Elles relèvent donc d'un travail collectif. Infiltrer, garder l'eau partout, c'est possible, sol, nappe, cours d'eau, stockage aérien ou enterré. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment François Paulus pour votre présentation. Vous avez respirer.